Chers amis, je suis heureux, au nom du conseil d'administration de Valprès, de vous accueillir pour la 13e édition des Entretiens de Valprès, ici, au Collège des Bernardins, à Paris. Dans 8 jours, nous nous retrouvons à Valprès, près de Lyon, pour un sujet donc, qui est le sujet de la morale dans les affaires, un vœu pieux. Le message que je voudrais donner à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui nous entendent, c'est qu'il faut que cette table ronde et la table ronde de mardi prochain décoiffe. Il faut, si j'ose dire, renverser cette table. C'est-à-dire qu'il faut que nous sortions tous différents. Sinon, cela aurait aucun intérêt. Donc ce que j'attends, c'est que vraiment la qualité des intervenants qui est ici devant vous nous montre que oui, il est possible d'être honnête dans les affaires. Il est possible de réussir dans les affaires et de réussir sa vie tout court, quoi que l'on puisse en penser. Alors, je voudrais remercier tous ceux qui sont venus ici et tous ceux qui ont préparé les entretiens de Valprès depuis 9 mois, puisque c'est la 13e année que nous le faisons avec des partenaires comme le Collège des Bernardins, comme Challenge, comme toutes les publications de la maison Bayard Presse. Et à tout cela et à tout le monde, je voudrais dire merci. Mais s'il vous plaît, renversez la table. Bon, eh ben, merci beaucoup Ghislain Lafont. Vous nous mettez un petit peu la pression là. Je vais vous présenter d'abord. Je suis Pierre-Henri de Menton, je suis le directeur délégué de Challenge. Donc nous sommes un magazine économique. Nous nous interrogeons souvent sur ces sujets. On a 4 éditorialistes réguliers, dont un qui s'appelle André Comte-Sponville, qui est un philosophe. Je voudrais juste, en préambule, vous expliquer un petit peu sa pensée sur le sujet, parce qu'il est philosophe, mais il ne travaille plus qu'en entreprise maintenant. Il a cessé d'enseigner à l'université. Il est exclusivement baigné dans le monde de l'entreprise. Il a une vision assez décoiffante de ce sujet, donc de la morale dans les affaires. Il considère que le capitalisme n'est ni moral ni immoral, il est simplement amoral. Il est quelque part ailleurs, il n'est pas dans la même sphère que la morale. Alors je pense que c'est un point de vue qu'aucun des participants ici ne va partager. Je voulais quand même vous le faire savoir. Et puis l'autre chose intéressante, c'est qu'il a décelé, dans un livre qui s'appelle « Le capitalisme est-il moral ?», il a décelé une évolution de la société, on va dire des années 60 à aujourd'hui, avec une première période, celle de la génération 68, on va dire, qui était très politisée, très politique, où on se combattait pour les choses justes et contre l'injustice. Ensuite est venue une génération morale, on va dire celle des années 80, qui est plus, pour schématiser, on va dire celle de SOS Racisme, qui est ce qui est bien et qui est mal. Et maintenant, une troisième génération, ce qui attire, c'est les valeurs, c'est le spirituel, c'est-à-dire ce qui fait sens et ce qui ne fait pas sens. Alors bien sûr, c'est un philosophe, il est toujours très structuré, c'est 3 ordres un petit peu différents, mais qui se recoupent. Et on a autour de cette table des acteurs, des témoins privilégiés, chacun dans leur métier. Je vais vous les présenter très, très brièvement. On a d'abord Bruno Keller, alors qui a, lui, il représente l'ennemi de la finance. Donc, par définition, vu tout ce qu'ont pris les banquiers depuis 2008, il n'est pas très moral. Il travaille, il est directeur général pas vraiment d'une banque, d'une société d'investissement qui s'appelle Euraseo, dont, on va dire, le but est de prendre des participations dans les entreprises, leur donner de la valeur, je ne sais pas si c'est des valeurs ou de la valeur, mais en tout cas de la valeur, et ensuite de les revendre avec donc une plus-value. Ça a été le cas, par exemple, prendre un exemple très précis, des doudous de Moncler, qui ont été achetés par Euraseo et revendus quelques années plus tard avec, voilà, pas revendu encore. Mais enfin, en tout cas, la valeur elle, ça a pris beaucoup de valeur. Olivier Lajousse, à ma droite, est militaire. Alors, c'est un exemple assez unique dans l'armée. Enfin, il était militaire jusqu'à il y a quelques mois. Il a commencé comme matelot pendant son service militaire. Et puis, il a rempilé, et puis il est devenu amiral.
Et son dernier job était tout à fait passionnant. C'était la gestion. Il était DRH d'une immense entreprise qui est la Marine nationale, où il s'est passé beaucoup de choses ces dernières années. Vous avez été aux premières loges et c'est intéressant de voir votre vision sur ces sujets. Olivier, Christophe Dejour, à ma gauche, est psychiatre, psychanalyste. Il observe depuis très longtemps le monde des entreprises, d'une façon. Il n'est pas consultant, hein, on a discuté avant. Il est vraiment universitaire. Il travaille au CNAM, mais il s'est immergé depuis longtemps dans ce monde des entreprises et il le connaît de façon peut-être plus intime que peuvent le connaître même les salariés et les dirigeants. Donc, on aura une vision encore très, très originale. Et enfin, Jean-Baptiste Parlos est premier vice-président du tribunal de grande instance de Paris. Il est au cœur de multiples affaires dont on entend parler à la télévision souvent. Hein. Les affaires, c'est l'autre sens des affaires. Il a été juge aussi, donc président de chambre pendant des procès assez retentissants, comme l'Angogate, par exemple, ou encore le procès de l'Erika, ce qui vous a valu, je crois, le surnom de juge vert. Il y avait les juges rouges et voilà un juge vert. Alors, je vais peut-être commencer par Bruno Keller. Donc, puisque la finance, vous êtes un financier, la finance a été à l'origine, vous occupez aussi d'une foncière, donc aussi d'immobilier, donc double peine. Donc, la finance et l'immobilier ont été à l'origine, c'était en 2007, de la crise, ça a commencé aux États-Unis, et puis ça s'est propagé ensuite en Europe, avec les conséquences qu'on sait sur l'économie réelle, donc le dégonflement de cette espèce de bulle. Et à chaque fois, cette crise est un peu salutaire parce qu'on dit finalement, c'est parce qu'on n'était pas assez moral, parce que les banquiers n'étaient pas moraux. Donc, est-ce que vous endossez, le secteur de la finance doit endosser une responsabilité sur la moralité ou pas des affaires? Parce que vous êtes vraiment le nerf de la guerre, c'est l'argent qui circule là. Je ne sais pas si le secteur de la finance doit endosser cet habit, mais si je reprenais votre propos liminaire où vous disiez que l'entreprise était amorale, ça voudrait dire que la morale est réservée à la vie privée. Or ça, je ne le crois pas du tout. Je ne le crois pas du tout parce que dans l'entreprise, et là c'était ce que vous disiez encore, certes, la morale ne se décrète pas. On pourra y revenir tout à l'heure. Il y a eu des tonnes et des tonnes de textes qui sont sortis dans tous les sens depuis plus de 20 ans maintenant et qui ont essayé de donner des cadres. Et ça n'a pas empêché, comme vous l'évoquiez, qu'il y ait certains scandales. Donc la morale dans l'entreprise, elle ne se décrète pas. Je crois que c'est tout simplement, c'est extrêmement simple, c'est une attitude. Et c'est une attitude qui consiste de temps en temps à savoir dire non. À prendre de temps en temps des voies qui ne sont pas les voies de la facilité, qui sont parfois des voies qui s'inscrivent dans une perspective à plus long terme. Et si vous faites ça, je crois que vous arrivez au sein de l'entreprise à créer un capital de confiance qui devient un véritable actif de l'entreprise, un actif immatériel, mais qui est un actif de l'entreprise et qui contribue à la création de valeur. Donc je suis personnellement intimement convaincu que la morale dans l'entreprise, elle existe et elle existe par cet actif immatériel. Alors, un actif immatériel, Olivier Lajousse, vous avez une double casquette maintenant parce que vous êtes, si j'ai bien compris, consultant. Vous occupez aussi beaucoup de cette communauté des DRH, donc des directeurs de ressources humaines. Donc là, on est vraiment dans la patte humaine de ce qui se passe dans les entreprises. Alors, j'avais envie de vous demander d'abord, est-ce qu'il y a une différence entre, on va dire, gérer des militaires, hein, des fonctionnaires un peu particuliers, et gérer une entreprise privée, gérer les relations humaines d'une entreprise privée? Justement, chez les militaires, il y a beaucoup de règles édictées qui doivent être plutôt morales, j'imagine. Aucune différence. Aucune, parce qu'on est dans l'humain. Alors déjà, une chose fondamentale, je vois rouge dès que j'entends le mot « ressources humaines ». Le simple fait d'accepter qu'on considère l'homme comme une ressource, c'est commencer à être hors de l'éthique, de la morale.
Alors, car il n'est de richesse que d'homme. Il faut dire comment, alors? Il faut dire relation, il faut dire rareté, il faut dire richesse humaine. Parce que le patrimoine immatériel de l'entreprise, c'est comment imaginer une entreprise qui marcherait avec des hommes et des femmes qui viennent avec des pieds de plomb tous les matins. Ce qui fait la richesse d'une entreprise, c'est que les hommes et les femmes qui tous les matins se lèvent, ils viennent convaincus qu'ils servent à quelque chose, ils sont fiers de ce qu'ils font, et que le métier, c'est amusant, le mot travail, étymologiquement, il vient du latin torture, tandis que le mot work, dans la langue anglo-saxonne, il vient du mot œuvre, faire œuvre. Travailler, c'est faire œuvre, c'est grandir. Ce qu'il y a de merveilleux, ce que m'a appris la Marine nationale, vous l'avez rappelé, moi je suis rentré sans imaginer d'arriver où je suis arrivé, et la Marine m'a donné une chance extraordinaire. Du Pompon Rouge, elle m'a amené aux étoiles, elle m'a laissé ma chance. J'ai gravi les marches, j'ai été accompagné. Il n'y en a pas beaucoup. Hein, il y en a, je ne suis pas un cas unique, il y en a. Et c'est possible. Et donc, le simple fait que c'est possible, c'est d'abord, il faut féliciter l'institution capable de proposer ça. Et je le vois aujourd'hui dans des entreprises. Les entreprises qui font ça, que j'accompagne, elles ont ces mêmes valeurs. Elles sont convaincues d'une chose, que dès lors qu'on est convaincu que l'humain est le premier patrimoine de l'entreprise, on est dans... Ce qui était odieux, c'était d'entendre Margaret Thatcher oser dire dans les années 80, dans la lignée de M. Milton Friedman, l'entreprise c'est pour le profit, etc., dire qu'importe que les mineurs soient heureux pourvu qu'ils produisent. Là, on était dans le monstrueux du monstrueux. Et on s'est laissé entraîner là-dedans. J'entendais tout à l'heure que M. Comte-Sponville disait qu'il y avait eu 68, les grandes idéologies. Oui, tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes, peut-être, hein. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'était des idéologies porteuses? Elles ont fait du mal. Hein. Ensuite, vous disiez 80, c'était les années des vraies valeurs, etc. Non, ça a été les années détestables du libéralisme économique sauvage avec aucun temps devant soi. Un autre élément clé de la morale, c'est le temps. Prendre le temps, le recul. Et aujourd'hui, effectivement, c'est une grande chance pour notre humanité parce que l'Internet est là, parce que l'instantanéité plurielle est là, parce qu'on est débordé par tout ce qui nous arrive de partout. Il nous faut trouver comment vivre dans ce monde de l'instantanéité plurielle, comment retrouver une maîtrise du temps et comment retrouver du sens et ne pas ressembler au lapin blanc avec gilet rouge d'Alice au Pays des Merveilles qui ouvre en disant « j'ai pas le temps » ou aux montres molles de Dali qui coulent. Non. Donc l'humain, le temps... Et là, on commence à rentrer dans les vraies questions de la morale. Alors, l'humain et le temps. Alors, Jean-Baptiste Parlos, vous avez vu comme juge d'instruction, comme président de chambre, maintenant comme premier président du tribunal de grande instance de Paris. Vous vous occupez de toutes les affaires pénales, donc je disais. Donc vous vous occupez des affaires dans un autre sens. Est-ce qu'un juge comme vous... finalement, vous ne voyez jamais de choses morales, quoi. Ça doit être un petit peu déprimant. Comment ça se passe? Vous avez une vision du monde des affaires absolument effrayante. Il est presque clinique. Je voudrais d'abord dire que, après tous les titres dont vous m'avez affublé et qui ne sont pas complètement inexacts, je suis d'abord un juge. Et qu'il faut quand même faire une différence dans le grand corps des magistrats entre les procureurs et les juges. Moi, j'appartiens à la catégorie des juges. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que je ne suis pas là comme le porte-parole d'une institution. Je ne suis pas là comme le porte-parole d'un tribunal. Je suis là comme... témoigne de son métier. Je témoigne, mais je préfère le dire, compte tenu de l'environnement dont vous savez qu'il est parfois difficile, c'est off. difficile en la matière. Troisième point, je ne parlerai pas des affaires en cours. On est bien d'accord. Tout événement pouvant se rapporter à ce type d'affaires ne serait que pure... Vous nous mettez l'eau à la bouche. Ne serait que pure coïncidence. Alors, c'est vrai que le juge que je suis est d'abord l'homme du droit. Bon. Et dans votre sujet, qui est quand même très, très vaste, je ne vais pas vous parler de morale. D'ailleurs, je pose la question, qu'est-ce que la morale ? C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait définir. Il y a une différence entre la morale et le droit. Le droit n'est pas la morale, j'ai souvent l'occasion de le rappeler, même si la morale fonde le droit. Parfois, morale et droit se séparent, parfois ils se rejoignent. Alors, tout ce qui est légal n'est pas bien et tout ce qui est illégal n'est pas forcément mauvais, c'est ça? Non, je retiendrai sans doute la première proposition, pas forcément la seconde. Et je voudrais dire en introduction, et pour lancer un peu le débat,
que si on prend un peu de hauteur de vue sur les affaires financières telles qu'on les décrit habituellement, elles m'apparaissent relever d'un procès en légitimité. C'est-à-dire que, vous savez, les hommes du droit sont les hommes des procès, ils adorent ça. Donc, je vais essayer de vous en instruire un rapidement, sans renverser la table. Procès en légitimité contre la règle. Faut-il une règle dans une vie économique? Faut-il des règles dans une vie économique? Bon. Et procès en légitimité contre le juge. Le juge, par hypothèse, c'est l'homme qui n'appartient pas à l'entreprise. C'est l'homme qui ne la connaît pas. C'est l'homme qui la méconnaît. Donc, ce premier procès en légitimité, parce qu'il y en a peut-être un second, me semble avoir été résolu dans un premier temps, depuis la fin des années 90, par l'idée qu'il faut protéger l'ordre économique interne et l'ordre économique mondial. On a parlé assez souvent de tous ces associations qui se sont créées, Transparency International, Global Witness, etc., qui sont des associations qui sont le signe de ce que finalement, avec la plupart des acteurs publics, il y a un accord sur le point de savoir et sur le point plus particulier de dire qu'il faut des règles et que ces règles doivent être respectées et éventuellement appliquées par des juges entendus au sens large. La question que je pose ce soir, qui est un peu plus grave, c'est est-ce que l'on lutte contre les infractions financières parce que ces comportements sont intrinsèquement mauvais, intrinsèquement immoraux? Cette question-là est beaucoup plus difficile. Elle a suscité parfois des réactions, surtout quand on s'adresse à des personnes qui Ça revient à poser la question préliminaire sur justice et morale. Si on lutte contre ces au pénal, c'est a priori que c'est en tout cas contraire à l'intérêt général. Est-ce qu'on défend simplement l'intérêt économique, la bonne santé de la concurrence, sa loyauté, ou est-ce qu'on lutte contre un phénomène qui est intrinsèquement amoral ou immoral plutôt? C'est une question qui me paraît importante parce que lorsque sont mis en cause des décideurs publics qui sont eux-mêmes la source de la loi, lorsque sont mis en cause des décideurs publics qui sont élus, alors que le juge lui-même n'est pas élu, cette question revient et c'est ce que j'appellerais le second procès en légitimité qui est fait à la justice. J'ai une petite question complémentaire. Est-ce que les choses ont tendance à se dégrader, c'est-à-dire qu'on devient de plus en plus immoral, ou est-ce que c'est le degré d'exigence de l'intérêt général qui est en train de monter? Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que les deux répondent à vos deux questions. Je répondrai oui, c'est-dire qu'on a on est aussi plus exigeant qu'on pouvait l'être. Plus exigeant. Je pense qu'on a compris que. Voilà une bonne nouvelle. Je crois qu'on a compris qu'il était nécessaire, pour des raisons purement économiques, de lutter contre un certain nombre de comportements illégaux. Bon. Mais je pense qu'on a aussi compris qu'il était important de lutter contre des comportements immoraux. Très bien, merci beaucoup. Je vais donner la parole à Christophe Dejour, donc, qui lui, je le disais, donc, est à la fois psychanalyste et psychiatre, qui est plongé dans ce monde de l'entreprise, qui n'est pas consultant, donc qui a un œil tout à fait indépendant, à la fois distancié et très professionnel sur ce qui se passe à l'intérieur des entreprises. Alors j'avais un peu envie de vous demander la même question sur l'évolution. Est-ce que les choses ont tendance, est-ce que les comportements deviennent de plus en plus moraux ou immoraux ou amoraux à l'intérieur des entreprises? Et comment ça se traduit? Est-ce qu'il y a une prise de conscience? On disait que le niveau d'exigence avait un petit peu monté. Est-ce que c'est la même chose au sein des entreprises? Est-ce qu'un salarié refuse peut-être de faire des choses qu'il aura acceptées il y a quelques années? Ou un dirigeant d'entreprise? Comment vous voyez l'évolution? Est-ce qu'il y a de plus en plus de problématiques autour de cette moralité dans les affaires? Oui, je dirais que vous mettez en plein dans le point délicat, je veux dire, de la clinique, hein, parce que moi j'ai donc une entrée dans le monde du travail, des entreprises ou des services publics un peu particulier, parce que j'entre par la clinique et essentiellement par la souffrance au travail, éventuellement par les pathologies mentales qui sont occasionnées par le travail.
Et bon, ce n'est pas une grande nouvelle que je vous annonce, mais enfin, vous savez tous qu'il y a une dégradation quand même progressive du rapport entre l'être humain et le travail, hein, qui... Donc ça correspond à une réalité. Enfin, c'est indiscutable. Scientifiquement prouvé, quoi, on va le dire. D'accord. Oui, puis il y a plein d'arguments, mais c'est pas seulement en France, hein, c'est aussi un phénomène qui est extrêmement puissant et très préoccupant. Au Japon, par exemple... Donc c'est une souffrance qui est plutôt morale, parce que les conditions, on va dire, matérielles du travail se sont pas vraiment dégradées, elles se sont même plutôt améliorées. On est plutôt... Ça, c'est compliqué, si vous voulez. On peut pas schématiser comme ça d'emblée, parce qu'il y a vraiment des différences entre les différents lieux. Par exemple, ce que l'on gagne en France ou dans les pays comme la France en Europe se retrouve de façon très dégradée dans les pays du Sud. C'est-à-dire que si vous allez maintenant en Chine continentale et que vous voyez des usines comme Foxconn, qui sont des énormes usines, villes-usines de 1 million de travailleurs, les conditions de vie de ces gens-là et les conditions de travail se sont considérablement dégradées, même par rapport à ce qu'était la Chine précédemment. Donc, on a des suicides. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, c'est un des problèmes les plus préoccupants pour les cliniciens. Donc, c'est là-dessus qu'on a travaillé avec les Japonais, les Chinois, mais aussi avec les Brésiliens et les Canadiens sur cette question du suicide au travail. Or, vous mettez en plein dedans quand vous soulevez la question. Il se trouve que au centre de ces nouvelles pathologies, puisque pour nous, c'est nouveau. Moi, je fais de la clinique depuis longtemps. La médecine du travail existe en France depuis 1946. Et donc, on a un recul. Il n'y avait pas cette pathologie autrefois. Maintenant, on est rendu à cette situation où des gens viennent se suicider sur les lieux du travail, en présence de leurs collègues, etc. C'est un phénomène complètement nouveau et pas du tout exceptionnel. On a une idée, juste je vous interromps, on a une idée, parce que moi, je me méfie des journalistes et des médias. On a une idée de la réalité de ça. Est-ce que c'est quelques cas très médiatisés? On a tous en tête ce qui s'est passé, c'est Orange, ou choses comme ça, mais est-ce que c'est vraiment un phénomène, quand vous le dites, c'est quelque chose de courant, de ces suicides sur le lieu de travail? C'est un phénomène important en France, c'est un phénomène... On a des chiffres là-dessus? Non, on n'a pas de chiffres et on n'en aura pas. Malheureusement, pour un certain nombre de raisons techniques, si vous voulez, on ne peut pas arriver à faire une étude épidémiologique, ni en France, ni en Chine, ni au Japon. Mais au Japon, ça semble que le problème soit encore plus préoccupant que chez nous. Ils ont beaucoup de suicides au travail, et en Chine continentale, c'est encore pire. En tout cas en nombre, hein, parce qu'ils ont tellement de suicides par exemple à Foxconn, qu'ils n'ont pas trouvé d'autre solution que d'entourer tous les bâtiments avec des filets, pour que si les gens sautent par la fenêtre, ils sont arrêtés par les filets. Je sais pas, c'est pour vous dire que c'est pas un petit phénomène, c'est des phénomènes massifs extrêmement impressionnants. Donc il se trouve que ces suicides au travail ont effectivement un rapport avec des transformations du travail qui ont eu lieu dans les 20-30 dernières années, et que les nouvelles formes d'organisation du travail qui sont en cause, sur lesquelles on pourrait évidemment discuter, mais qui sont assez bien identifiées, conduisent effectivement beaucoup de salariés à finalement être obligés de consentir à participer à des actions que moralement ils réprouvent. Donc vous avez mis en plein dans le mille. Or, quand par exemple à France Télécom, c'est un des problèmes fondamentaux, c'est que pour vendre et pour faire du chiffre, les employés sont obligés de mentir aux clients, et donc de fourguer des choses qui ne sont pas du tout ce dont ils ont besoin, en particulier chez les vieux. Les vieux, c'est très rentable, on leur refile n'importe quoi, et ils sont évalués là-dessus. Et en plus, donc le caractère, on va dire, immoral du job, de ce qu'on vous demande, peut affecter un impact direct sur Oui, parce que lorsque ces salariés acceptent d'apporter leur contribution à des actes que moralement ils réprouvent, évidemment, le risque, c'est aussi non seulement de trahir les autres, non seulement de tromper, de gruger les gens, mais c'est aussi de se trahir soi-même. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup de ces gens dont je parle font l'expérience de la trahison de soi, et que ça sape les bases éthiques de l'identité. Les gens ne se reconnaissent même plus eux-mêmes. Et c'est là qu'il y a un vrai risque, et c'est, à mon avis, un élément déterminant, c'est ce qu'on appelle la souffrance éthique. Donc on n'appelle pas souffrance morale, parce que le terme est déjà confisqué par la psychiatrie depuis le 19e siècle. La souffrance morale, ça veut dire la souffrance psychique. Donc on l'appelle souffrance éthique, parce que c'est une souffrance qui est spécifiquement en rapport avec les conflits éthiques générés par l'organisation du travail. Alors ce que je voudrais dire, c'est que donc cette question est devenue une question fondamentale. La souffrance éthique est un problème de fond de notre période présente. Mais si le constat, si vous voulez, sur les dernières décennies est accablant pour les cliniciens,
Et donc le travail peut générer le pire. C'est extrêmement important pour le clinicien aussi de dire le contraire. C'est-à-dire de dire, attention, le travail peut aussi générer le meilleur. C'est-à-dire, quand même. Et oui, oui, mais c'est tout l'enjeu. Tout l'enjeu. C'est pas seulement l'enjeu de la discussion, c'est aussi un enjeu pratique et c'est un enjeu politique. Le travail, pour un certain nombre d'entre nous, c'est une occasion non pas de se trahir soi-même, mais au contraire d'honorer la vie, d'honorer les autres, et même c'est une occasion de s'accomplir soi-même. Alors, il y a une promesse d'accomplissement de soi. Et dans ce cas-là, le travail, il devient un élément de construction de l'identité et de la santé mentale. Donc tout l'enjeu, c'est de comprendre pourquoi ça tourne au malheur. Pourquoi ça tourne au bonheur ? Alors, le travail peut aussi faire le bonheur. Voilà une bonne nouvelle. Il fait de plus en plus, il provoque de plus en plus de souffrance, mais il peut aussi provoquer le bonheur. Est-ce que, Bruno Koller, vous connaissez très bien le monde de l'entreprise, vous travaillez dans une entreprise, mais vous êtes aussi, de par votre métier de société d'investissement, vous en connaissez beaucoup, vous voyez beaucoup de dossiers. Est-ce que, d'une part, ça diffère beaucoup d'une entreprise à l'autre ? On va dire, le respect d'une certaine moralité, est-ce que ça fait partie des cultures de l'entreprise ? Est-ce qu'on n'a pas tendance à en demander trop quand même aux entreprises ? Quand on est dirigeant d'entreprise, on est quand même là, je suis désolé de dire ce gros mot ici, mais pour faire du profit. Est-ce que, les familles sont éclatées, Dieu est mort, en tout cas en tant que lien social, on va dire, dans la société. Il n'a plus la même fonction qu'il pouvait avoir avant. Donc, il reste l'entreprise et on demande à l'entreprise de faire le bonheur des gens. Est-ce que ce n'est pas un peu beaucoup toute la responsabilité qui repose sur les dirigeants d'entreprise et leurs actionnaires ? Parce que vous êtes actionnaire. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Il ne faut pas se limiter à la notion de dirigeant d'entreprise. Non, c'est pour ça que je me suis surpris. Vous êtes actionnaire. Montclair, vous êtes actionnaire. Ce n'est pas vous qui dirigez directement, mais vous choisissez un petit peu les dirigeants, peut-être. Vous avez travaillé avec eux, on va dire. Oui, bien évidemment. On travaille au quotidien avec eux. Et c'est notre métier. C'est effectivement de les accompagner au quotidien pour essayer tous ensemble de créer de la valeur pour l'ensemble de l'entreprise, ses employés et ses actionnaires aussi. Mais je crois que pour répondre à votre question, le point fondamental est quelque part une espèce de valeur d'exemplarité. Si vous voulez, si à la tête de ces entreprises, vous avez effectivement des dirigeants qui n'ont pas une attitude que l'on peut qualifier de morale et autres. Si vous avez des Là, on revient un petit peu à ce qu'on disait sur si vous n'avez pas des actionnaires exactement qui ont laissé entendre, qui ont cette attitude, alors vous avez effectivement beaucoup de mal à aller entraîner et ça peut amener les phénomènes qu'évoquait mon voisin. Donc je crois que c'est ce que je disais un petit peu au début, pour nous, la morale dans l'entreprise, c'est cette attitude que vous avez et qui doit arriver à créer ce climat de confiance. Parce que si ce climat de confiance n'existe pas, alors on arrive dans la situation qu'évoquait mon voisin, qui peut arriver à des situations absolument catastrophiques à tous les niveaux. Et donc tout notre rôle d'actionnaire en tant que société d'investissement ou de président d'entreprise. Moi, je préside moi-même, comme vous le disiez, une foncière. C'est d'essayer justement de créer ce capital confiance vis-à-vis des salariés et que ça représente une valeur de l'entreprise et cette valeur étant le fondement de la morale. Alors, les valeurs peuvent créer de la valeur. Oui. C'est un peu l'ancienne qu'on entend dans toutes les business schools, comme on dit en beau français, où tous ces jeunes gens sont formés à l'éthique maintenant. Alors, j'imagine que vous avez dû peut-être participer, en tant que vous connaissez bien le milieu, à des séminaires où on forme les gens à l'éthique. Comment ça se passe ? Et est-ce que c'est pas quand même un petit peu, on va dire, une forme d'hypocrisie morale que de dire que une bonne éthique peut permettre de faire vendre ? Est-ce que ça correspond à une réalité, ça ? C'est choquant de dire ça ou c'est tout à fait finalement la bonne solution puisque les valeurs permettent de créer la valeur et tout le monde est content, à la fois les salariés, l'actionnaire et peut-être même les clients. Si on n'y croit pas, ça ne va pas aller bien du tout. Et donc, oui, clairement, les valeurs générant la valeur. Je crois beaucoup à ça. D'abord parce que ma vie de marin me l'a apprise. Sur un bateau, quand vous êtes des mois à la mer,
loin Il n'y a pas la poursuite du profit quand même sur un bateau aussi. Mais il y a la poursuite de quelque chose qui fonctionne bien, de l'efficience. Ça dépend ce qu'on appelle profit, mais l'efficience, c'est déjà une quête importante. Et puis il y a le rendez-vous. Et donc, je pense qu'il ne faut pas cliver les choses comme ça. Ce qui est sûr, c'est que quand la tête du poisson est pourrie, tout est pourri. Et donc, le devoir d'exemplarité est évidemment le premier. Et chaque fois qu'il y a un patron qui ne mérite pas d'être patron à la tête d'une institution, ça ne dure pas très longtemps. Alors, le patron doit être encore plus moral que... Plus on a la chance d'être haut placé, plus on a le devoir d'être exemplaire. Quel est finalement C'était une question que j'ai eue il y a peu de temps. J'accompagnais un groupe de salariés dans un grand groupe pour aller voir si ce que j'entendais tout là-haut avait une réalité sur le terrain. Déjà, il faut être capable de passer de Sirius à la pâquerette et de ne pas croire que ce qu'on raconte en haut n'est pas incarné en bas. Ce qui a créé beaucoup de défiance entre les gens, c'est entendre des beaux discours avec des mots en creux, et puis quand on allait voir sur le terrain... J'appelle l'hypocrisie morale. D'accord. Et à partir de là, quand vous voyez qu'il y a bien ce qu'on pourrait appeler alignement entre ce qui est dit, ce qui est vécu, ce qui est partagé, tout devient possible. Finalement, le grand dirigeant... L'éthique du grand dirigeant, parce que le problème du mot moral, c'est qu'on l'a mis de côté parce qu'il est très injonctif, le bien, le mal. En plus, on l'a si vous voulez lire un bon livre pour comprendre ça, je fais la pub pour ce livre. Ça s'appelle « Oser la bienveillance ». C'est écrit par Madame Lita Bassé. C'est absolument génial. Elle dit « On nous a pourri la tête pendant 20 siècles avec la théorie du péché originel. On est tous nés mauvais, on est mauvais, on peut faire confiance à personne. Donc on est dans la défiance. Une société dans la défiance, elle est morte. » Refaire confiance, c'est oser aller de l'avant. Et une vertu, et une seule, et j'emploie volontairement le mot vertu, c'est l'humour. Humour qui est la contraction du mot humilité et du mot amour. Un grand patron, il est humble. S'il se la pète, il va rapidement être détestable pour tout le monde et prendre lui-même des dangers, parce qu'il se croira plus fort. On a un devoir absolu, on n'est jamais inférieur ni supérieur à quiconque, on est humblement égal en humanité. Et puis ensuite, il faut beaucoup d'amour. Ça, c'est écrit dans beaucoup de religions, la mienne en particulier, avec un grand A. Il faut aimer. Et pour aimer, il faut d'abord s'aimer soi-même, donc savoir qui on est, où on veut aller, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, où sont ses forces et ses faiblesses. Et puis, aimer l'autre suffisamment pour être convaincu qu'il nous vaut. Quand je suis passé du pompon rouge à la casquette, c'était en 1974-75, le patron de la marine s'appelait l'amiral Albert Joarnoulins. Une magnifique personnalité. Il avait sorti 12 commandements du chef. Le premier commandement était « Vous avez décidé d'être officier, donc chef, alors soyez chef. Soyez des chefs justes et fermes, exigeants et bienveillants, dit-on aujourd'hui. Mais n'oubliez jamais que ce que vous commandez vous valent en tant qu'homme. » Et puis, quelques temps plus tard, dans cette même série de commandements, il y avait un truc sur la confiance que j'ai toujours gardé. Le premier m'a toujours guidé. Le deuxième, c'est il y a deux attitudes à l'égard de la confiance. Soit vous la donnez a priori et vous la retirez dès qu'elle est trahie, sans hésiter, soit vous attendez d'être sûr de pouvoir la donner, et alors vous ne la donnerez jamais, et vous ne sortirez jamais du cercle de la défiance. Quand on est dans la défiance, on est dans l'immoralité. Ok, je voulais juste vous faire réagir sur quelque chose, sur le devoir d'exemplarité, puisque c'est revenu, le poisson pourri par la tête, c'est l'image inverse. Il y a un personnage qu'on connaît tous avec le film de Steven Spielberg qui s'appelle Schindler, qui était un horrible bonhomme. Donc lui, il trompait sa femme, il était alcoolique, il avait toutes sortes de problèmes. Il aurait eu, je pense, peut-être, il n'aurait pas passé la rampe de tous les codes d'éthique qui puissent être mis pour être dirigeant d'entreprise. Et cette personnalité a sauvé, on connaît l'histoire, était quelqu'un de formidable. Alors, est-ce qu'il n'y a quand même pas un peu, je pose la question aux uns aux autres, celui qui veut réagir là-dessus, est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans l'angélisme, là, quand on dit quelqu'un qui est moral, qui respecte les choses, il est exemplaire, finalement, il y a des zones d'immoralité, des zones un peu grises qui sont peut-être... monsieur le juge, entre le droit et la moralité, justement. Il y a peut-être une zone grise là à explorer qui peut être intéressante dans des circonstances exceptionnelles. Je rappelle aussi, par exemple, Nelson Mandela, qui est un saint laïque moderne, et quand il est sorti de prison, il y avait encore l'apartheid en Afrique du Sud. La première chose qu'il a dit
aux entreprises occidentales qui étaient en train de partir d'Afrique du Sud ou de prendre suite aux sanctions qui avaient été prises au nom de la morale, surtout rester en Afrique du Sud, vous nous faites un tort considérable en vous en allant en ce moment. Vous voyez, donc, quelle est la frontière j'aimerais bien que vous reveniez là-dessus, sur cette frontière entre morale et droit. Est-ce que vous arrivez à coller ou est-ce que c'est bien qu'il y ait un petit espace entre les deux, là ? Je ne sais pas si tromper sa femme est une infraction pénale. Je ne sais pas non plus si être alcoolique tout seul est aussi une infraction pénale. J'aurais tendance à vous dire le droit nous sauve. Car c'est notre gouvernail, c'est notre pilote, c'est notre commandant. Il est finalement cet axe sur lequel nous sommes fixés, d'autant plus qu'il ne vient pas de nous. Il nous est extérieur. Ce que nous devons faire, et la question de la zone grise est vraiment une question fondamentale pour nous, c'est de savoir jusqu'à où nous pouvons l'interpréter et comment nous allons pouvoir finalement faire coller une situation à une règle de droit. C'est toute la science du juge. C'est-à-dire, à partir de quand il va dire qu'une situation est passée du côté de l'infraction et à partir de quand il va dire que cette situation n'est pas de l'ordre de l'infraction. C'est vraiment quelque chose de difficile. Alors, c'est encore possible parce que le droit, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de lois, il y a encore une possibilité. Ou alors vous profitez justement de ce maquis législatif pour la jurisprudence. Nous ne profitons de rien. Non, mais parce que tout est réglementé, normé, etc. Donc il y a encore un espace justement d'appréciation. Vous avez raison. Et c'est vrai que le droit national devient très touffu, au point que nous-mêmes, il faut relire à peu près 2 fois ou 3 fois la même phrase pour la comprendre. Le droit international, n'en parlons pas. Les juridictions se multiplient. Ce qui sauve le juge, je dis, c'est le droit. Et ce qui sauve le droit, ce sont les principes généraux du droit. Nous apprenons ça en faculté. Un certain nombre de grandes institutions juridiques que sont les juridictions suprêmes en France, Cour de cassation, Conseil d'État, Conseil constitutionnel. Principes généraux de droit, juste un exemple, très rapidement, c'est quoi? Ça correspond à quoi? Vous donnez un exemple très précis, vous êtes présumé innocent. Ça, c'est un principe général. D'accord. Voilà. Jusqu'à ce qu'on démontre le contraire. D'accord. Ok. C'est un principe général. Vous êtes présumé de bonne foi. Ça, c'est un principe aussi général. C'est presque une règle morale, là, pour le coup. Ça devient... écoutez, c'est peut-être une règle morale qui est une règle juridique, mais ça reste une règle juridique. Donc, si vous voulez, tous ces grands principes nous sont rappelés par des institutions supérieures, nationales ou internationales, et nous permettent de nous guider dans ce maquis que sont les réglementations internationales et nationales. À partir de là, c'est le travail du juge, c'est son métier que d'appliquer le droit à une situation de fait. Il y a un mot d'Aristote que j'aime bien, c'est qu'il dit que les lois ne rendent pas compte par elles-mêmes de leur application. Voilà, c'est tout. Donc il y a des règles, et pour les appliquer, il faut des hommes. Et c'est parce qu'il y a des hommes qu'on peut s'intéresser aux zones grises. Alors, Christophe Dejour, vous aviez envie de réagir là-dessus. Moi, je voulais vous demander, du coup, sur les grands principes de droit. Il y a maintenant beaucoup de grands principes dans les sociétés. Beaucoup d'entreprises, et vous parliez d'une dégradation, mais beaucoup d'entreprises se sont dotées de chartes éthiques, de valeurs internes. La culture d'entreprise est quelque chose d'important. On voit ça affiché, tout le monde se moquait des Coréens et Japonais quand ils faisaient ça il y a 30 ans, mais on voit affiché maintenant dans les entreprises... bon, ce n'est pas les tables de la loi, mais presque de loi morale. Est-ce qu'il n'y a pas finalement une grande hypocrisie morale, puisque vous parliez au contraire d'une dégradation, d'entendre tout ce discours sur l'éthique? Est-ce que finalement, ce n'est pas contre-productif et ça ne fait pas encore plus de mal quand on voit que ça ne correspond pas à une réalité? Bon, je crois que raisonnablement, on est obligé d'admettre qu'il y a une part d'hypocrisie et de duplicité dans les entreprises. Bon, ce ne sera pas vraiment alors dans le journalisme, on appelle ça le washing. Alors il y a le greenwashing, et il y a le ethic washing. Ce sur quoi je voudrais peut-être intervenir, c'est que, bon, d'une part, je n'ai aucune opposition personnelle après le tour que j'ai pu en faire dans les entreprises, de voir énoncer des chartes et des principes, qui sont des principes, en l'occurrence d'entreprise, ce n'est pas des principes de droit, mais enfin c'est des principes qui ont plus à faire avec des règlements intérieurs et des orientations. Il y a quand même un travail doctrinal qui est à faire dans chaque entreprise, c'est-à-dire
Donc là, il faudrait discuter sur ce que ça veut dire, le travail doctrinal d'une entreprise, d'une direction d'entreprise, qui consiste quand même essentiellement à essayer de rendre visible, à la fois pour l'intérieur, c'est-à-dire pour les salariés, mais aussi à l'égard de l'extérieur, quelle est la vocation de cette entreprise, c'est-à-dire pas seulement justement produire et faire des affaires, mais également apporter une contribution à la cité et à la civilisation, à la culture. Et donc, là, il y a un travail doctrinal qui inclut évidemment une grosse part de discussion éthique. Bon. Mais moi, j'admets, si vous voulez, parce que bon, il faut être réaliste, que l'hypocrisie et la duplicité sont quand même très largement répandues dans les entreprises. Pas seulement dans les entreprises, hein. D'ailleurs, les pauvres entreprises, on leur en colle beaucoup. Hein. Ça existe dans la vie privée, on a tous menti, je ne sais pas. Je vous l'accorde, voilà. Bien volontiers. Mais bon, là, on est en train de discuter des affaires, des affaires et de l'entreprise. Donc, dans un monde, parce que ce qui s'est dégradé, c'est qu'effectivement, comme l'évoquait M. Bruno Keller tout à l'heure d'une façon très, très importante, la question de la confiance, la question de la loyauté, ce sont des questions clés du fonctionnement d'une entreprise et de son devenir, et éventuellement de ses possibilités de survivre, comme il insistait l'amiral Lajous il y a un instant. Donc, si vous voulez... il y a quelque chose qu'on est obligé de poser, c'est qu'aujourd'hui, dans l'ensemble, la confiance, elle a beaucoup fondu, si vous voulez, dans l'entreprise. C'est la réalité. Et pas pour rien. C'est-à-dire qu'il y a des méthodes d'organisation du travail, et notamment l'évaluation individualisée des performances, qui, au nom de la concurrence, crée en fait des rivalités entre les gens qui vont jusqu'au maximum, jusqu'au chacun pour soi, jusqu'au coup bas, jusqu'à la rétention d'informations et toutes les horreurs. Donc les gens n'ont pas confiance les uns dans les autres. L'amiral parlait de l'amour. Les gens ne s'aiment plus dans le travail. Ils ne se disent pas bonjour en arrivant sur le plateau de l'open space. Vous avez des ingénieurs qui arrivent à Renaud-Guyancourt. Ils s'assoient l'un à côté de l'autre. Alors ils ça, ne se disent pas bonjour, ils ne se parlent pas. Pratique, c'est dire bonjour le matin à ses collègues, parce que j'aimerais bien que vous nous donniez, mais vous donniez des clés pour comment on peut rendre ça plus moral. Je pense personnellement, je pars de l'idée, si vous voulez, qu'il y a quand même un peu un désastre dans le monde du travail contemporain, et qu'effectivement la confiance a disparu, la méfiance s'est installée, la peur s'est installée, et c'est vrai pas seulement en bas, entre les cadres aussi, les gens se surveillent, et ils n'ont pas tort de se surveiller parce qu'ils ne se font pas que des cadeaux. C'est vrai. Alors maintenant, la question qui est posée, c'est comment reconstruire la confiance. Et évidemment, j'adhère à l'idée qu'il y a la tête du poisson, et que donc quand la tête est pourrie, mais ça ne suffit pas. Moi, je m'intéresse particulièrement, donc c'est là que je vais essayer de répondre à votre question de façon plus précise, à la façon dont la confiance se reconstruit à partir du bas. Alors, et c'est une des choses extraordinaires du travail, c'est que quelquefois, et là je vais prendre un tout petit peu un écart par rapport à ce que vous avez dit, Amiral, c'est que le travail, il permet justement, dans certaines conditions, de faire en sorte que des gens qui ne s'aiment pas arrivent quand même à travailler ensemble, parce qu'ils partagent des règles. Alors, je vais prendre des exemples dans l'armée de l'air, parce que moi, j'ai fait mon service dans l'armée de l'air, donc j'ai étudié les pilotes de chasse et les pilotes de transport aussi, il y a des équipages. Du point de vue idéologique, du point de vue moral et politique, voilà ils sont quatre, ils étaient quatre sur les transats ou des choses comme ça, dans un équipage, deux pilotes ou deux navigants, si vous voulez, qui ne s'aiment pas. Ils ne sont pas d'accord. Il y en a un qui est au Front National, l'autre qui est plutôt de gauche, ça ne marche pas. Mais quand il faut partir en mission et qu'il faut faire un vol pour aller jusqu'à Tahiti, en un seul vol, on a besoin d'avoir confiance dans le gars. Et on a confiance en lui sur quelle base? C'est ça l'important. Ce n'est pas sur la base d'un accord moral, c'est sur la base d'un partage de règles de travail. On est sûr que le type va respecter les règles de métier. Et donc, alors le mot est lâché, c'est la construction des règles de travail. Quand les gens, même s'ils ne s'aiment pas, s'ils respectent les règles, on peut travailler avec eux et faire confiance. Et ça, c'est absolument général dans tout collectif. Dans une équipe infirmière, les infirmières savent que l'autre, elle respecte les règles. Et donc, on peut s'appuyer, on peut s'entraider. Il y a des solidarités qui sont fondées sur des règles. Donc, c'est l'activité de bas en haut et non plus de haut en bas, mais qui s'appuie toujours sur cette activité de production des règles et qui sont toujours amarrées à la qualité du travail de métier. C'est les métiers, l'éthos de métier.
les éthos de métier. Il y a un éthos des médecins, il y a un éthos d'infirmiers, il y a un éthos des pilotes, des pilotes. Il y a un éthos dans l'armée aussi, puisque là, et qui a été d'ailleurs fortement changé quand il a fallu changer les missions de l'armée. Mais c'est toujours à partir du travail lui-même que se construit. Plutôt sain à la tête, mais aussi les règles de travail. Ce qui suppose de la part de la tête qu'elle écoute les gens d'en bas. Et ça, c'est très difficile. Il ne s'agit pas seulement de lancer des mots d'ordre, et éventuellement des slogans moraux, mais je voudrais Bruno Keller, que vous nous donniez peut-être un conseil un peu pratique. Maintenant, on rentre vraiment à l'intérieur des entreprises. Comment la morale dans les affaires n'est pas seulement un vœu pieux ou peu. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça soit améliorer les choses concrètement? Je vais vous donner un exemple. Là, on avait un bon exemple sur les raids de travail avec les équipages. Je vais vous donner un exemple qui illustre mes propos et je vais me consacrer à la partie immobilière, qui est parfois souvent décriée et tout. Lorsque vous rénovez un immeuble... Pas seulement, alors je rappelle que vous avez aussi des fonctions au chantier du Cardinal, donc ça, il y a de l'immobilier qui est très bien. Il y a de l'immobilier aussi, mais ça, on pourrait en reparler plus longuement. Lorsque vous rénovez un immeuble, vous avez deux façons de faire. Vous avez une façon économique, efficace, simple, rapide, c'est il faut vider l'immeuble. Et pour vider l'immeuble, ça veut dire qu'il faut faire partir les gens. Et pour faire partir les gens, il faut appeler les choses clairement. Ça veut dire qu'il faut leur donner une incitation à partir. Vous voyez ce que je veux dire. Et puis, vous avez une deuxième façon de rénover un immeuble qui est de dire, eh bien, je vais laisser les gens en place. Je vais m'attaquer à la carcasse extérieure. Je vais éventuellement faire un peu d'intérieur. Et puis, je vais rénover les appartements au fur et à mesure. La solution 1 est rapide, efficace, fonctionnelle. La solution 2 suppose un vrai choix. Elle peut être plus longue. Ben vous apercevez quand même à la fin de la journée, si je peux employer cette expression, qu'il y a une morale. C'est que la solution 1, elle ne marche que si vous avez réussi à faire partir tout le monde. Et faire partir tout le monde, c'est très difficile. Parce que tant qu'il en reste un, c'est comme si vous n'aviez juste rien fait. Alors que si vous avez choisi ce qu'on a fait, la solution 2, eh bien finalement, vous y êtes allé petit à petit. Donc on en revient à ce qu'on disait, c'est que la Constitution, je ne sais plus qui disait ça, la Constitution ou la préservation du long terme permet peut-être une meilleure moralité au sein de l'entreprise. Exactement. Amiral, un conseil pratique, comment on peut améliorer les choses chez vous, le directeur de rareté humaine? Dans l'entreprise comme dans n'importe quelle organisation, administration, le mot-clé, c'est discipline. En voilà une blague pour un militaire. Oui, ça c'est... Alors je vous propose une compréhension de la discipline qui est la suivante, que je suis allé chercher dans un temple bouddhique là-bas, à l'autre bout du monde. Vous savez, quand on va passer quelques jours chez eux, ils vous accueillent très gentiment, vous vivez très librement. Et puis le matin, ils vous demandent simplement d'arriver avec eux, de rentrer dans le temple, de faire tourner les petits rouleaux sur lesquels ils ont collé ce qu'on appelle des kwanzen, des petites pensées. Ce matin-là, sur mon doigt, c'est collé ce truc que j'ai gardé toute ma vie après, qui disait ceci. Si tu cherches la liberté, tu seras esclave de tes désirs. Si tu cherches la discipline, tu trouveras la liberté. Waouh! La discipline rend libre. Eh ben, c'est exactement ce que vient de nous dire le professeur. C'est que pour que la tête, si elle est saine, soit sûre que derrière, jusqu'à la nageoire caudale, ça va battre comme il faut, en alignement, j'ai employé le mot tout à l'heure, c'est bien qu'on a fixé des règles. Rien n'est plus insupportable que de vivre dans une société où, parce qu'il n'y a pas de règles, tout est possible, et notamment le pire. Dès lors que vous avez des règles, que nous n'avons pas peur d'appeler discipline, parce que la discipline rend libre, on ne devient pas premier danseur de l'opéra, meilleur ouvrier de France, tourneur-fraiseur, si on ne s'applique pas la discipline professionnelle. Et c'est la discipline de compétence. Ce qui fait la magie des équipages de la marine, c'est que je dis souvent, il ne peut pas y avoir de maillon faible, contrairement à l'horrible émission de télévision de Madame Brocoli, hein, qui vire le maillon faible du plateau parce qu'il n'a pas répondu, ce qui est odieux humainement parlant, je trouve. Nous, on sait une chose, c'est que la force, la chaîne n'a que la force de son maillon le plus faible. Et que quand il y en a un qui faiblit, il faut tout de suite aller le voir en disant « t'as pas le droit de nous lâcher. T'es dans l'équipe avec nous. Nous lâche pas ». Et donc, on lui redonne de l'énergie et on est dans ce que j'appelle l'amour, l'humilité, le partage. Il n'y a pas de petits et de grands métiers. Un grand professeur de médecine, quand il rentre dans son bloc, s'il n'y a pas eu avant des tas de gens qui ont préparé tout, il est comme j'allais dire un gros mot, parce qu'il lui manque l'outil qui va lui permettre d'être le plus génial réparateur de genoux au monde.
Donc, quand on a compris ça, dans l'humilité de la chaîne, quand on voit la chaîne, l'alignement, et qu'on sait qu'il faut à la fois que le maillon de tête et le maillon de queue soient l'un et l'autre forts, solides, avec des compétences et des valeurs partagées, alors le monde va bien. Si on se fait tous pas confiance entre nous, c'est même pas la peine d'y aller, quoi. Alors, long terme, discipline. Le psychiatre, psychanalyste était d'accord avec discipline. Oui, je suis d'accord. À condition seulement. Oui, je suis d'accord. En plus, je suis d'accord parce que j'ai écrit même le texte. Donc, il faut des règles. Oui, mais il faut définir, redéfinir ce que c'est que la discipline. Il faut l'opposer à disciplinaire. C'est pas un régime disciplinaire. La discipline, c'est une exigence, c'est une contrainte qui est quand même d'une certaine façon suffisamment appropriée pour que ça devienne une exigence de soi-même d'essayer de respecter. Oui. Alors, et c'est pas la discipline n'implique pas une application bête et méchante d'un ordre ou d'une prescription. La discipline, elle est discipline par rapport à la règle, c'est-à-dire comment honorer la règle le mieux possible. Alors, on pourra en parler à propos du droit et de Monsieur le Président, parce que effectivement, la citation d'Aristote est très importante. Évidemment, la règle de droit ne dit pas si l'affaire en question relève de cette loi ou pas. Et donc, à chaque fois, la discipline, c'est l'exigence qu'on s'impose à soi-même d'examiner vraiment dans le détail comment faire le mieux ou le moins mal par rapport aux principes ou par rapport aux règles de travail. Jean-Baptiste Parlot, je voudrais, désolé de vous avoir interrompu, je voudrais juste vous demander, vous, personnellement, dans votre longue carrière de juge, est-ce que les juges ont eux-mêmes, comment ça se passe? Parce qu'on a l'impression quand même qu'il y a un peu des histoires dans la justice. Hein. On parlait des poissons pourris par la tête. Alors, on parle toujours des politiques, des banquiers, etc. Comment ça va chez les juges? Et qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour j'allais justement terminer par voilà, ça. Qui nous fasse avancer un peu la société. Un peu. En un mot. Oui, écoutez, ce que je peux dire. Je refais le procès tout à l'heure. Vous avez déjà plaidé, mais oui. Ce que je peux dire très rapidement, c'est que la lutte contre la délinquance et la délinquance financière, c'est long, c'est difficile, c'est compliqué. C'est un vrai combat, il ne faut pas se le cacher. Simplement, ce n'est un combat qui n'est légitime que si nous-mêmes, nous sommes légitimes. C'est-à-dire si nous nous appliquons à nous-mêmes les règles de déontologie qui nous concernent, les règles morales qui nous concernent, et si nous respectons les principes essentiels de notre droit. Très bien. Je vous remercie, monsieur le Président, amiral, monsieur le directeur, monsieur le psychiatre, psychanalyste. Je crois, je ne sais pas si on a renversé la table, mais voilà, en tout cas, j'espère que c'était intéressant. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. On est rentré dans les entreprises et on espère que la morale des entreprises, ça ne sera pas qu'un vœu pieux, puisque c'était le thème. Mais un vœu pieux, c'est déjà pas mal. Il y a un vœu, il y a pieux, donc voilà. Merci beaucoup.